Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Content de vous retrouver en cette rentrée. Bon, on est jour de BCE. Alors évidemment, on enregistre, il est midi passé de 11 minutes, donc évidemment, on est en direct, on n'a pas encore la décision de la BCE, mais tout porte à croire qu'elle ne va pas faire de pause, qu'elle pourrait relever ses taux d'intérêt. Encore une fois, ça serait une erreur de ne pas faire de pause ? La question de la BCE, c'est qu'elle a commencé à monter ses taux d'intérêt beaucoup trop tard. La première hausse de taux d'intérêt, c'est juillet 2022. Pour les Américains, c'est pas mieux, c'est janvier. Non, c'est plus tôt. C'est février ou mars aux États-Unis. Oui, voilà. Juillet, ouais. De quelques mois. Mais juillet 2022, et elle a passé à 0,5%, alors que l'inflation était de 8%. Quoi. Donc il y a un retard à l'allumage, si on peut dire, de la BCE considérable, et qu'elle n'a pas comblé, puisque... Si vous regardez l'inflation hors énergie, hors alimentation, parce que en plus, il faut savoir que l'inflation hors énergie et alimentation est plus haute maintenant que l'inflation totale. Simplement, ça va se corriger parce que les prix de l'énergie remontent et donc on va voir converger les deux définitions de l'inflation. Donc si vous regardez l'inflation hors énergie, hors alimentation, en août, elle est à 6,2%. En zone euro. En zone euro. Et les taux de la BCE sont à 3,75. Et donc, vous avez des taux d'intérêt réels négatifs de moins 2,5%. Et donc, la politique monétaire de la BCE stimule l'inflation. Je veux dire, elle cause un supplément d'inflation parce qu'elle est associée à des taux... Donc, elle a raison d'augmenter ses taux. Eh bien, oui, mais... si elle le fait, encore une fois. Le problème de la BCE, c'est que peut-être elle va adopter la plus mauvaise des stratégies. En fait, il y a trois stratégies possibles. Soit la BCE est très méchante, donc elle continue à monter ses taux d'intérêt jusqu'à ce que l'inflation ralentisse vraiment, et l'inflation hors énergie, hors alimentation, ça imposerait des taux à 6 ou 7. Quoi, je veux dire, mais elle n'ira pas. Voilà, elle n'ira pas, elle ne fera pas ça. Soit la BCE fait une hausse de taux d'intérêt, peut-être tout à l'heure, et s'arrête là sur une longue période de temps pour substituer la durée de taux d'intérêt modérément élevés à la violence de la hausse des taux d'intérêt. Donc on s'arrête à 4 pour le taux des dépôts. Et, ça sera a priori ça, non ? Ça sera a priori ça, oui, mais ça sera a priori ça. Mais, et puis je vais dire une autre chose dans l'instant. Et puis on attend et on espère que 4 va finalement faire baisser l'inflation, mais on sait qu'il faudra rester à ce niveau de 4 très longtemps, ce qui n'est pas du tout anticipé par les marchés. Les marchés financiers voient 75 points de base de baisse des taux de la BCE l'année prochaine. À tort ? Ça tort, complètement, oui. Et la BCE a répété que c'était des taux plats mais pendant longtemps, mais ça n'a pas eu d'influence sur les marchés. Cette stratégie peut-elle marcher ? Il y a un risque que ces taux d'intérêt vont détruire l'immobilier, parce que l'immobilier est sensible aux taux d'intérêt à long terme, mais nominaux, puisqu'il y a des contraintes de revenus. Et donc les taux d'intérêt à long terme européens ont beaucoup baissé, et on a vraiment une crise de l'immobilier, mais peut-être ne vont pas avoir beaucoup d'effet sur l'inflation. Et puis, il y a une troisième stratégie qui aurait consisté à garder des taux d'intérêt bas pour ne pas pénaliser l'immobilier, et à être très très patient sur le retour à la normale. On n'y croit pas trop à ça. Alors ça, c'est irréversible, donc on est à 3/4, donc on ne va pas s'arrêter à 3. Il y a le choix entre les deux stratégies, et comme il faudrait monter les taux, j'ai fait un exercice tout à fait théorique qui est de simuler ce qu'aurait fait Jean-Claude Trichet avec son comportement de l'époque où il était président de la BCE, confronté à l'inflation. Il aurait fait quoi ? Il a remonté les taux à 10. Et donc on voit à quel point la BCE a changé de comportement, quoi. Et donc probablement il y aura peut-être 25 points de base, peut-être, et puis on va s'arrêter là pendant 1 an et demi. Et on va avoir une décrue très lente de l'inflation. Je crois que la BCE va prévoir une inflation, elle va publier ses prévisions aussi, oui. Probablement de 3% à la fin de l'année 2024, et c'est encore trop bas. Les salaires... Trop, vous voulez dire ?
C'est trop bas. C'est trop bas par rapport à la réalité. Ah oui, ça oui. sera plus que ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Les C'est salaires, trop par rapport aux 2% d'objectif. Oui, c'est trop haut par rapport à 2%, mais probablement, ça sera entre 3,5 et 4 quand même, l'inflation à la fin de l'année prochaine, et pas de 3%. Et la BCE... Fin 2024, on sera encore à 4% d'inflation. Oui, parce que les salaires, les enquêtes des instituts d'analyse de ressources humaines, etc., prévoient des hausses de salaire moyennes en Europe l'année prochaine entre 4 et 4,5. Et il n'y a pas de gain de productivité, donc ça fait 4 ou 4,5 d'inflation de base, quoi, je veux dire. Donc pour vous, fin 2024, on sera à 4% d'inflation? Oui, probablement autour de 4% d'inflation et pas autour de 3%. Mais probablement la BCE acceptera ça, donc va accepter on retournera pas à 2. Et c'est un autre problème, c'est un problème de long terme, parce qu'il y a les coûts de la transition énergétique, il y a les coûts des relocalisations, il y a un marché du travail qui va rester tendu, etc. On ne va pas retourner à 2, peut-être on va retourner entre 2,5 et 3 en 2026, quoi, je veux dire. Mais ça va être une désinflation très lente, avec une politique monétaire qui n'est pas réellement restrictive, quoi. Si on est à 4 d'inflation à la fin de l'année prochaine, et si les taux sont à 4, on arrive à 0 taux réel uniquement l'année prochaine, quoi. C'est comme ce qu'il y a de mieux aussi pour préserver la croissance et éviter une récession dure. Oui, mais il y aurait eu l'autre stratégie. Vous êtes un adepte d'une récession dure, vous? Non. Il y aurait une stratégie qui aurait consisté à monter les taux d'intérêt à la fin de 2021. Ah oui. Alors que l'inflation du back trading, ça. alors que l'inflation était encore faible, n'était pas passée dans les salaires, et de tuer l'inflation dans l'œuf. On ne va pas refaire l'histoire non plus. Non, mais pour la première fois, la BCE n'a pas préempté l'inflation, quoi. Je veux dire, elle a été toujours. Donc pas de baisse de taux, pas de baisse de taux de la BCE avant le printemps 2025. Voilà. Mais à nouveau, il y a une incertitude sur l'efficacité d'une politique monétaire modérément restrictive sur l'inflation. Regardez les taux d'intérêt réels aux États-Unis. Si vous regardez, faut regarder les choses comparables. Vous enlevez les loyers fictifs, les loyers imputés aux propriétaires. En plus, c'est un chiffre stupide parce que ça représente... 3,7% des prix à la consommation. Oui, mais alors vous êtes à 3 si vous enlevez les loyers imputés. Okay. Si vous gardez que les loyers effectifs. Donc le chiffre comparable avec l'inflation européenne, c'est 3. Avec une croissance hors énergie et alimentation, toujours. Hein. Et les taux d'intérêt sont à 5,25. Donc il y a une politique monétaire vraiment restrictive aux États-Unis. À hauteur de 2 points. À hauteur de 2 points. Et dans la zone euro, c'est moins 2,5, quoi. Je veux dire, c'est une politique monétaire très expansionniste. Il faut réaliser qu'il y a 3 points d'écart d'inflation entre les États-Unis, la zone euro et les États-Unis, quoi. Et c'est de l'inflation salariale. Donc c'est l'inflation. Et puis le dernier point d'inquiétude, c'est que la crédibilité de la BCE est en train de s'éroder. Si vous regardez les anticipations d'inflation, alors vous savez, Mario Draghi avait dit que la BCE devait regarder les swaps d'inflation à 5 ans dans 5 ans. Donc, et si vous regardez ces swaps d'inflation à 5 ans dans 5 ans, ils sont à 2,7%. Et ils montent continuellement. Ils montent depuis le début de 2021. Ils étaient à 1 et on est à 2,7. Et ils continuent à monter. Et alors, en plus, s'ils arrivent à 3%, ça voudrait dire que l'inflation anticipée à long terme par les Européens est de 3%, et donc ça n'aurait plus aucun coût en crédibilité de passer l'objectif d'inflation de 2 à 3. Mais ça, c'est une remarque sans effet pratique. Mais l'argument qui m'a été donné pour critiquer la proposition de passer de 2 à 3. 2 à 3 c'est un argument de crédibilité, mais ça ne tient plus parce que la BCE a perdu sa crédibilité. Donc. Mais ça veut dire que faire de la désinflation sera extrêmement difficile. Quand vous avez une inflation anticipée dans 10 ans à 2,7... Et l'inflation à 2 alors, on y retournera jamais? On ne va pas y retourner. On ne va pas y retourner. Il faudra une récession, une vraie récession. Et alors, le facteur qui complique les choses, c'est que les gains de productivité sont zéro, mais même négatifs. Et donc, quand vous avez 0 de croissance, il y aura à peu près 0, enfin peut-être 0,2 de croissance sur les 4 trimestres de cette année dans la zone euro.
d'habitude, c'est une récession. Et d'habitude, le chômage aurait monté, ça aurait ralenti l'inflation. Mais les gains de productivité sont négatifs. Donc, zéro de croissance, ça fait à peu près 1,5% de hausse de l'emploi. Et l'emploi va continuer à augmenter plus vite que la population en âge de travailler. Ce qui est une bonne chose aussi, que l'emploi augmente alors que l'économie ralentit. Ah oui, mais ça veut dire que le chômage va rester très bas et va même encore baisser probablement. Et donc, il n'y a pas de frein aux hausses de salaire. La Banque de France vient dans sa nouvelle note de conjoncture qui a été publiée avant-hier, c'était mardi, la croissance française devrait tenir le coup avec un petit 0,1 ou 0,2 de croissance au troisième trimestre. Elle ne voit pas l'avenir en noir. Ce n'est pas le cas de BNP Paribas qui, pour le coup, s'attend à une chute du PIB au troisième trimestre. Vous vous situez comment, vous, sur la France? De toute façon, il y a des révisions. Il y a des révisions de la croissance 2 ans après, dans l'indifférence totale. Il faut rester modeste. De 1,5 point. Donc, si tu veux. Bon, en réalité, on est autour de 0 de croissance. 0 plus, oui, 0 plus. Il y a un facteur qui dope la croissance. Bon, c'est le budget. Le budget n'est pas restrictif en France. Il y a des facteurs quand même de freinage de la croissance. Il y a les exportations. Le commerce mondial de biens est en croissance négative en 2023. Il y a l'investissement des entreprises qui se replie à partir du deuxième trimestre, assez fortement. Il avait bien tenu jusque-là. Oui, mais il se replie à partir du deuxième trimestre. Il y a un potentiel de hausse de la consommation des ménages, parce que nous continuons. Enfin, le taux d'épargne en deuxième trimestre, c'est à 18,3%. C'est énorme, quoi. Je veux dire, on épargne trop. Mais c'est probablement, oui, sur une croissance autour de 0, c'est difficile. Mais honnêtement, ça peut pas. Avec des secteurs qui vont parfois mal, 150 000 postes pourraient être supprimés dans le bâtiment d'ici 2025, nous a dit la Fédération bancaire du bâtiment. Oui. Est-ce qu'on n'a pas un gouvernement qui donne le sentiment de vouloir répondre à cette crise du logement? Je crois qu'Emmanuel Macron ne s'intéresse pas du tout au bâtiment, au logement, enfin aux problèmes de logement. C'est depuis le début. Il y a l'IFI qui taxe que l'immobilier. Il y a eu une réduction des aides à l'acquisition de la propriété, à l'accession à la propriété. Je crois qu'Emmanuel Macron et le gouvernement préfèrent moins d'investissement en logement et plus d'investissement des entreprises. Bon, l'investissement en logement, on a 2 millions de logements insalubres en France. Et on a sous-investi, on n'a pas assez construit de logements pendant des années. On sait qu'il faudrait à peu près construire 500 000 logements par an pendant une dizaine d'années pour rattraper le retard. On va construire 300 000 logements cette année à peu près. C'était 370 000 l'année dernière. Je pense que ça va vraiment créer des problèmes et ça crée un problème économique. Par exemple, il n'y a pas de mobilité des Français géographique parce que les logements sont trop chers, sont difficilement vendables, il n'y a pas de liquidité du marché de l'immobilier. Et c'est un handicap d'avoir pas assez de logements et d'avoir un marché de l'immobilier aussi rigide. Donc je n'adhère pas à la politique de sacrifice du logement sur l'autel de l'investissement des entreprises. Ouais. On avait Jean-Pierre Petit, l'économiste, qui était à votre place il y a 2 ou 3 jours, qui nous disait avoir une baisse des prix de l'immobilier, encore 10% de baisse de plus d'ici fin 2024, début 2025. Mais le problème, c'est qu'il y a une rareté de l'immobilier. Alors, le marché, l'immobilier en France, enfin l'immobilier résidentiel. Oui, on parle de ça. L'immobilier résidentiel, ça s'ajuste plus par les quantités que par les prix. On va avoir 20 ou 25% de baisse des mises en chantier, des volumes. La transaction mise en chantier, permis. Les ventes, tout ça va baisser de presque 25%. Les prix de l'immobilier, ils vont baisser cette année de 4, 5, 6%, suivant les régions. Et donc, c'est un ajustement en termes de prix qui n'est pas suffisant pour susciter une hausse de la demande. Enfin, l'ajustement en termes de prix est bien inférieur à la hausse des coûts qui sont liés à la hausse des taux d'intérêt. La baisse va se poursuivre. Et de combien? Parce qu'il y a une rareté structurelle des logements. Même si les taux d'intérêt sont plus élevés, il y a beaucoup de gens qui cherchent à se loger. Donc il reste combien de baisses encore sur l'immobilier? Mais pas beaucoup, parce qu'à nouveau... Regardez aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est impressionnant. Les prix de l'immobilier montent,
aux États-Unis. Les prix de l'immobilier. Alors qu'ils ont des taux de financement hypothécaire, pour le coup, à 7 ou 7,5. 7,3, 7,3. Ils s'endettent à 30 ans, 25 ans, à 7%. Mais c'est la même façon. Il y a une vraie rareté. Il y a plein de gens qui ont de l'épargne accumulée, comme en France, qui ont gardé de l'épargne de la période du Covid. Alors ces gens-là, je ne sais pas où ils sont, parce que moi, autour de moi, moi je ne les vois pas. Mais en France, il y a un stock d'épargne colossal. Il est chez qui? Il est chez vous? Il est où cet argent? Il est partout. Enfin, je veux dire, il y a chez les gens qui épargnent. Mais les gens le taux d'épargne en France est 4 points supérieur. Donc on n'a pas du tout des épargnés comme les Américains. On a continué à épargner. Donc il y a un stock d'épargne gigantesque. Donc il y a plein de gens qui ont les moyens d'acheter de l'immobilier. Et donc ça crée, comme aux États-Unis, il y a un rationnement. Les gens ne peuvent pas acheter alors qu'ils sont acheteurs. Et donc, aux États-Unis, ça commence à faire remonter. Donc, les prix de l'immobilier ne vont pas énormément baisser. Ne vont plus beaucoup baisser. Ils ne vont plus beaucoup baisser. Malgré une très grande chute de l'activité en volume. Bon, un petit mot du pétrole avant de se quitter. Le pétrole qui est toujours à plus de 92 $ le baril, 30% de hausse en 3 mois. Importante pénurie d'offres nous attend 4e trimestre, nous a dit hier l'Agence internationale de l'énergie. Déficit qu'elle chiffre à 1 million de barils jour. On commence à s'inquiéter ou pas de voir le baril qui... oui, mais les Saoudiens... oui, merci les Saoudiens. Maîtrisent le marché. L'Arabie Saoudite est un des rares pays qui pourrait augmenter sa production. Or, ils produisent plus que 9 millions de barils jour, ils pourraient produire 12. Et donc, ils ont compris que l'élasticité au prix de la demande mondiale de pétrole est pratiquement nulle. Ah, mais ils ont été plus coopératifs par le passé. Hein. Par le passé, ils ont... dans les circonstances cycliques présentes, si les pays producteurs de pétrole avaient leur comportement du passé, le pétrole vaudrait 40 $. Il vaut 92 $. Mais je crois que la cible, c'est 90 $. Et on va avoir un prix du pétrole à peu près stable à 90 $. Alors ça a plein de conséquences. Ça va refaire de l'inflation. Ben voilà. Ça va, à la fin de l'année, les prix... On le voit aux États-Unis, les prix à la consommation ont réaccéléré au mois d'août. Les prix de l'énergie ils sont toujours négatifs aux États-Unis, mais ils vont repasser en positif. En Europe aussi, en France aussi. Les prix de l'énergie, quand on va oublier le pic du prix du gaz, les prix de l'ensemble de l'énergie repasseront en croissance positive. Ça va refaire une inflation totale supérieure à l'inflation sous-jacente. Super. Mais les Saoudiens ont raison. Le pétrole, ils ont raison. Dans 30 ans, ils n'en vendront plus. Ils ont intérêt à vendre le stock restant. Et puis, ils observent que s'ils baissent leur production, la demande mondiale ne bouge pas et les prix montent. Donc, ça, c'est aussi une bizarrerie de voir que la demande mondiale est au plus haut. Oui, on est à 102 millions de barils jour, alors que les prix ont tant... Oui, mais empiriquement, quand vous recherchez une sensibilité au prix de la consommation mondiale de pétrole, vous ne trouvez rien. Vous ne trouvez rien. Vous ne trouvez pas d'effet prix sur le niveau de la consommation mondiale de pétrole. Et donc, c'est du bonheur. C'est bizarre que les pays producteurs n'y aient pas pensé plus tôt. Moins ils produisent, plus c'est cher. Et ils produisent un peu moins, mais enfin, je veux dire, en valeur, leurs ventes croissent considérablement quand ils baissent le On ne détruit pas de la demande au bout d'un moment quand même, quand le prix... Alors le risque, c'est que les Américains, les Canadiens réinvestissent dans le pétrole de schiste, mais ils réinvestiront dans les schistes bitumineux, dans le pétrole de schiste, qu'autour de 120, 130 $. On n'y est pas. Et donc on n'y est pas. Et 90, c'est parfait pour les pays producteurs du Moyen-Orient, parce qu'il n'y a pas arrivé de pétrole concurrent. Donc on retournera pas à 50. Non, je pense qu'on va rester à 90. C'est l'objectif officiellement des pays pétroliers. Eh bien, ils ont réussi leur coup. Oui, mais à nouveau, c'est assez bizarre qu'ils n'y aient pas pensé dans les 40 dernières années. Quoi. Merci beaucoup. Entretien donc avec l'économiste Patrick Artus à retrouver en replay à 14h. Merci Patrick. Merci David.